avec nous, il est 19h45, on est en direct et c'est touche pas à mort. Merci d'être là, les chéris. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Franchement, c'est un bonheur de vous retrouver tous les soirs. On sera là, bien entendu, demain. On sera là samedi et dimanche avec Face Hanouna. On sera de retour lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis après, vous connaissez les jours de la semaine. C'est toujours un bonheur, bien entendu. Le préfet de l'Aveyron autorise l'abattage des chiens errants. Êtes-vous choqués? Je vous ai posé la question chez vous, les chéris. Et j'ai eu quelques intervenants ici, pas très intéressants, qui sont donc intervenus. Je dois avoir Gilles Verdez, le roi... Je suis très choqué, le roi de... Je suis extrêmement choqué. Je me suis arrêté à... Oui, merci. Je suis extrêmement choqué parce qu'en plus, mes collègues qui disent non disent n'importe quoi. C'est juste un chien. Il n'y a que vous qui dites jamais n'importe quoi. Un chien qui n'est pas surveillé par son maître pendant quelques minutes, il appartient à la catégorie des chiens errants. C'est-à-dire que vous perdez votre chien de vue, boum, il va être tué pendant la nuit parce que c'est pendant la nuit. Il soit déjà à plus de 100 mètres. Et 100 mètres, excusez-moi, à quelques minutes, 100 mètres. Donc c'est rien. Un chien, un collier. C'est rien. C'est une manière d'abattre des chiens qui sont des êtres vivants qui valent autant qu'un homme. Moi, je suis extrêmement choqué. Moi, je suis extrêmement choqué. Ouais. Franchement, donc tu penses qu'il y a des gens qui, par plaisir, tuent c'est la les chiens, porte quoi. ouverte au meurtre des chiens. Bon, c'est bon, merci. Tout il y a ce qui est quelque chose. excessif, Qu'est-ce qu'il gueule, lui? tout ce qui est excessif est insignifiant et Gilles Verdez vient de dire un truc insignifiant. Merci. Il y a des gens qui disent que vous parlez sur les autres, Géraldine. Exactement, voilà, bravo. Donc, vous prenez la parole sans que je vous la donne. Et ça, vrai, les gens aussi. détestent ça. Ouais. Et je comprends les téléspectateurs. Ouais, oui, j'arrête, oh, alors. combien. J'aimerais avoir d'autres gens, s'il vous plaît. Merci. Madame, Déjà, oui, on peut se tromper. Chakirus. Oui, Chakirus. On peut se tromper sur un chien errant et un chien perdu. Et en plus, même si c'est un chien errant, et alors ça mérite pas la mort, c'est un animal. Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions, comme par exemple les endormir et les mettre dans des refuges. Ils tuent des agneaux. Mais nous Oui, mais aussi, c'est un on les animal, tue, c'est pas faute, Jean-Michel. c'est pas exprès, Chut, c'est pas un assassin, c'est pas un humain. On veut protéger les pas pauvres exprès. petits moutons, les pauvres petites brebis que de toute façon on va tuer nous-mêmes. Donc acceptons la nature telle qu'elle est. Ségolène Royal en parlait. La nature, c'est aussi si c'est un chien sauvage. Ne mêle pas Ségolène Royal là-dedans. Ok. Ne mêle pas Ségolène là-dedans. Admettons que c'est un chien sauvage. Et ben le chien sauvage tue aussi pour se nourrir comme l'homme le fait. Donc, Ma petite pourquoi on laisserait pas brebis, les chiens se Benaïm, ma nourrir? petite brebis Non, il faut galeuse. les tuer. Non, mais je comprends le désarroi des agriculteurs, mais je pense qu'il y a des moyens non létaux pour attraper ces animaux et pour les mettre loin des troupeaux en danger. Bon, on va voir ce que pensent les téléspectateurs. S'il vous plaît, merci. Voilà. Oui, 72%. Ah, ben voilà. Non, 27%. Voilà, bravo. Donc voilà, donc tous ceux qui ont dit non. Gilles Verdez, première victoire. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Bientôt une amende de 500 € pour port de couteau. Êtes-vous d'accord? Oui. Ouais, c'est une nouvelle amende qui pourra arriver. Bien sûr, moi je trouve que même c'est pas assez. Je trouve que 500 balles, c'est pas assez. Calme-toi, mamie, s'il te plaît. 500 €, c'est pas assez, je trouve, mais. Vous êtes d'accord? Donc non, mamie. Non, parce que c'est pas assez. En plus, la loi, c'est 15 000 € d'amende si on se retrouve avec une arme blanche dans la poche. Donc ça, c'est un effet d'annonce parce qu'il y a beaucoup en ce moment de problèmes avec des couteaux, mais c'est n'importe quoi. C'est 15 000 € d'amende, ça me semble très bien parce que quand vous avez un couteau dans la poche, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc je ne comprends même pas cet effet d'annonce. C'est encore un coup de com' comme d'habitude et ça ne servira à rien parce qu'en plus, on n'a pas le droit, les droits de l'homme, le droit, on n'a pas le droit de fouiller les gens comme ça au hasard. Donc en plus, ça ne sert à rien puisque il faut qu'il ait commis quelque chose. Comme d'habitude, on attend qu'il ait tué et là, on dira attention, c'était pas bien d'avoir un couteau. Donc c'est ridicule. N'importe quoi. C'est très bien, c'est une amende Tout le forfaitaire. monde dit n'importe quoi sauf lui. Quand on est pris en flagrant délit, et ça ne concerne pas que le couteau, matraque, aérosol, les lacrymos, etc. Moi, je trouve ça très bien. Il y a plein de gens en ce moment, il y a plein de drames, des gens qui ont des couteaux dans la rue. Il faut arrêter ça. Moi, je suis pour que les policiers puissent demander aux gens, fouiller les gens. Vous avez un couteau, vous êtes sanctionné. Très bien. Voilà, immédiatement, sur le champ. C'est pas 500 balles qui va les dissuader. Moi aussi. C'est ridicule. Je suis complètement d'accord avec Les toi. couteaux, c'est à l'origine d'attaques gravissimes. On l'a vu, bien le sûr. nombre de jeunes qui avaient des couteaux. C'est pas sur eux. 500 balles qui Là, va les 500 balles, t'es pas loin, j'exagère, mais t'es pas loin de l'excès de vitesse, quoi. C'est un truc limite banal et je trouve que ça produit l'effet inverse. C'est-à-dire que limite, ça va encourager les gens, ils vont dire, bon, c'est pas grave, c'est que 500 balles. Amendes qui ne vont évidemment jamais être réglées. S'ils vont prendre l'amende, ils vont pas la payer. 500 balles, c'est beaucoup. Et puis, il faut bien commencer par prendre des mesures. C'est pas assez. Tu dis encore une fois n'importe quoi. Mais pas du tout. 500 balles, c'est 500 balles. Mais quand tu compares à la gravité, 500 balles, c'est pas dissuasif. C'est pas dissuasif, 500 balles. Oui. Pas de bêtises. Mais moi, il y a une chose qui me chagrine malgré tout, c'est qu'on met dans le même panier le couteau, par exemple, et la bombe lacrymogène. bah oui. Alors, parfois, une femme, quand elle sort la nuit, pour se elle a défendre. envie d'avoir dans son sac quelque chose qui la Supérieur à 100 Pareil millilitres. que même si t'as une pomme de terre dans la poche, tu prends 500 balles. Un truc attaque à la patate. Voilà, donc j'aurais aimé qu'on dissocie ce genre de choses. Dissaucisse. Cyril, juste un petit rappel, on en a parlé l'autre jour, 750 € d'amende pour un chien qu'on ne tient pas en laisse en forêt. Voilà. Et là, on va avoir 500 € pour un T'as port de raison, couteau. voilà. Non mais on marche sur la tête. Ouais, excusez-moi. les chiens.
T'as marché sur la tête, toi, avec la coiffure tout à l'heure. Vas-y. Moi, je trouve ça très bien parce qu'on n'a pas déjà quelqu'un de normal, il se balade pas avec un couteau. Nous, on se balade pas tous là qu'on est venu. On n'est pas venu avec des couteaux dans les poches. Donc 500 €, moi, je trouve que c'est déjà bien. C'est un bon départ. Après, c'est facile de, comme tu as dit, 15 000. Si les gens sont pas solvables, mais si les gens sont pas solvables, tu vas les prendre où les 15 000 ? Donc réfléchissez plutôt avant de dire on va taper sur les gens 1000, 2000, 4000. C'est pas du casino. Hein. Les gens, il est pas solvable, il est pas solvable. Tu verras jamais tes 15 000. Donc si tu prends déjà 500 et que ça calme un peu des gens, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ne se battre pas avec des couteaux et arrêtez vos amendes de 15 000. Personne ne les paye, les amendes de 15 000. Vous rêvez. Non, moi je trouve que 500 €, c'est bien parce que les gens, s'ils gagnent par exemple le SMIC et qu'ils se prennent 500 balles, ça fait mal. Donc moi je pense que c'est bien, c'est assez dissuasif. Tu n'as pas de balader avec un couteau, point. Jean-Michel. Faire attention de ne pas arrêter les gens qui vont à un pique-nique et qui ont un couteau pour une sauce. C'est bon, c'est une Darka. Alors, Mister Premier Dog, l'autre. Ouais, mais non, c'est vrai, on y va. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, s'il vous plaît, merci, rapidement. 64%, êtes-vous d'accord? Oui. Je pense qu'ils sont d'accord avec nous, les téléspectateurs, et ils disent que c'est pas assez. 500, c'est ce que je vois beaucoup circuler. Voilà, donc on est à peu près d'accord. 67% des Français sont pour l'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda. C'est un des buzz du jour. L'expulsion des migrants illégaux vers un pays tiers comme le Rwanda. Et figurez-vous que ce projet de loi vient tout juste d'être approuvé au Royaume-Uni. Êtes-vous d'accord avec cette mesure? Regardez ce petit extrait au Royaume-Uni et on en parle. Regardez. À partir de la mi-juin, quelques centaines de migrants entrés illégalement au Royaume-Uni seront transférés par avion, peu importe leur origine, direction le Rwanda, un autre pays du Commonwealth. Nous expulserons vers le Rwanda à un rythme régulier de plusieurs vols chaque mois, tout l'été et au-delà, jusqu'à ce que les bateaux s'arrêtent. Les bateaux en question, ces embarcations de fortune, chargées de migrants qui tentent chaque nuit la traversée de la Manche. C'est une décision assez simpliste de leur part, je trouve. Et aujourd'hui, c'est nous qui récoltons un petit peu tous ces désagréments et ces décès. Alors, allez, on laisse Gilles Verdès parler d'abord. Ah oui. Allez, merci, comme ça au moins ça sera fait. Allez. C'est totalement délirant. En Angleterre, même le roi Charles est contre, c'est vous dire. C'est ahurissant. Tu connais le roi Charles, là, vous parlez avec quoi? Par oreille interposée? Il s'est élevé. Pour une fois, il a dit c'est absurde cette décision. Ils ont donné 140 millions de livres au Rwanda et du coup, ils envoient les gens là-bas. Mais Cyril, le Rwanda, c'est pas un endroit comme ça où on va déverser des migrants illégaux. Moi, j'ai rien dit, moi. Qu'est-ce qu'il veut chez moi? Moi, je suis totalement. Mais oui, mais le Rwanda est délirant de faire ça. Oui, parce qu'ils ont de l'argent. Les mecs, là, on s'en fout. Moi, Cyril, vous êtes d'accord ou pas? Non, qu'on n'envoie pas les gens comme ça au Rwanda, qu'on les renvoie chez eux, qu'on étudie ce qui se passe cas par cas. Mais là, cet exode massif de gens vers le Rwanda, je trouve que c'est scandaleux. Jean-Michel. Non mais tu parles du roi d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, lui? Il habite dans un château, il a 15 gardes du corps. C'est pas lui qui est confronté aussi à une certaine délinquance des migrants qui sont malheureusement, qui crèvent la dalle et qui ont parfois que ce moyen-là pour subsister, etc. Les envoyer au Rwanda, c'est pas une insulte, c'est un très beau pays, le Rwanda. On se débarrasse du problème. S'ils veulent pas y aller, on se débarrasse. C'est bon. Non, j'explique juste. Non, mais non, il n'y a pas d'explication. Illégalement. Ils sont illégalement ici, on les renvoie. Laissez Jean-Michel parler, après vous aurez la parole. Ne parlez pas tous en même temps. Valérie. Pardon. Non, mais déjà, au Rwanda, ils ont 20% de chômage. 20% de chômage. Donc, tu vas leur rajouter là-bas des gens qui, eux-mêmes, n'auront pas accès à l'emploi. Donc, tu vas rajouter un problème fou dans ce pays. Et le pays, pourquoi le Rwanda le fait? C'est parce qu'effectivement, ils ont eu de l'argent, mais on ne sait pas du tout à quoi vont servir cet argent et si ça va servir aux migrants sur place. Non. Donc, en fait, on déplace un problème, on le donne dans un pays tiers et on ne le règle pas réellement, au lieu de trouver des accords bilatéraux avec chacun des pays dont sont issus les migrants. Ah oui. Oui, c'est la honte ce qu'ont fait les Anglais. Moi, on ne va pas donner de leçons de nous au monde, mais c'est honteux de dire ça. Ils ont donné 140 millions à un chef d'État. On sait très bien qu'il ne va jamais donner l'argent pour les migrants. Il va se goinfrer, il va garder les 140 millions pour lui. Il les donnera non plus au peuple rwandais, il les donnera jamais. Et on met des mecs sur des bateaux, sur des avions, comme si tu avais déplacé. Tu vois là, tiens, on va faire une déchetterie là-bas, emmène les gens là-bas. Emmène les gens au Rwanda. Mais c'est quoi de prendre des humains c'est toutes les nationalités, hein. C'est pas qu'un Rwandais qu'on renvoie au Rwanda. On va dire à un migrant, je sais pas, d'une autre nationalité, d'un Camerounais, tiens, va voir le Rwanda, c'est bon le Rwanda, va au Rwanda. Tout ça parce que le président a pris 140 millions des Anglais. Moi, j'ai honte. J'aurais été Anglais, j'aurais honte. Si la France a fait ça un jour, j'ai honte. Tu donnes pas 140 millions à un mec. Tu crois vraiment que c'est lui qui va les donner, les 140 millions?
Il va les garder pour lui. J'ai entendu dire qu'il avait acheté une villa à Ramatuelle à côté de Bernard-Montiel. C'est l'info que j'ai vu passer. Voilà, maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mamie. Non mais Raymond, moi j'adorerais vivre dans ton pays, le pays de Oui ou le pays de Candy, quoi. Tu vois, non mais tu vois comment on accueille. Tu les vois les tentes sous le périph' en ce moment. Et qu'est-ce que t'en sais s'ils seront mieux ou pas ou moins bien. Le pays est volontaire et ça résoudra deux problèmes. Quand on veut expulser des étrangers, des OQTF, soit on ne sait pas de quel pays ils viennent, soit le pays ne veut pas d'eux. Donc un pays volontaire pour les accueillir. Laisse-la parler, s'il te plaît, tu fais chier. Non mais tu fais chier. Elle dit pas de conneries. Elle ne dit pas de conneries. Bien sûr qu'il est volontaire. Il y a urgence. Tais-toi, il y a urgence, on ne peut plus. L'humanitaire, on a essayé, on les accueille dans des conditions déplorables, donc on ne fait pas d'humanitaire. Les associations encouragent du business horrible sur des gens. J'aimerais qu'on fasse un point juste sur le sondage. S'il vous plaît. Il faut agir. C'est bon, calmez-vous là. J'aimerais qu'on voit le sondage. 92,5 qui sont d'accord. Il y a 92 mais c'est pas des Rwandais qui ont dit oui. Il y a 92% des gens qui nous regardent qui sont inhumains. Merci. Juste Guillaume. Non, mais dans migrants illégaux, il y a illégaux, donc déjà c'est normal qu'ils soient renvoyés. Et ensuite, à partir du moment où il y a un pays. Non, mais d'accord, mais si un pays qui accepte, et je pense que le montant de 140 millions, il sort pas de nulle part, ça doit quand même correspondre à certaines aides ou à certaines choses. Si le pays accepte, tant mieux. La France n'accepterait pas de l'argent pour accueillir des migrants. Ça a déjà été documenté à Kigali et on s'est rendu compte que les migrants n'avaient pas d'accès aux soins, qu'il y avait des problèmes de logement et qu'il n'y avait pas d'aide sur place. C'est pas à la France, d'accueillir toute la misère. C'est pas à la France d'accueillir. Bah oui, désolé. Bah, en tout cas, ils sont d'accord pour le faire. Merci. Tiens, Bernard Montiel. Je l'ai dit. Regardez ce que j'ai dit. Oui. Ah bon? Mais je peux répéter si vous voulez. Je vais dire à quelle heure? Je t'oublie. Je vais dire simplement. Tu m'es complètement sorti de la tête. Je sais, parce que tout à l'heure, vous m'avez pas fait parler sur les animaux alors que j'aime ça. En revanche, t'aimes bien les UV pour les histoires du Rwanda, effectivement, ils ont touché du fric. Ils ont commencé à construire des habitations soi-disant. On les a jamais trouvées, ces habitations. Merci. Ça, c'est vrai. Merci. Ça, c'est vrai. Alors, effectivement, ils ont versé 140 millions de livres sterling, ce qui correspond à peu près à 100 millions de francs, d'euros. C'est de l'euro maintenant. D'euros. Et en fait, oui, c'est des migrants illégaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils reçoivent tous les autres pays. Ils ont trouvé ce moyen-là. C'est une histoire très spécifique entre l'Angleterre et le Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, mais là, c'était très chiant. Merci. Oui, mais c'était chiant. Les ailes du célèbre Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit. Les ailes du mythique Moulin Rouge, situé à Pigalle, sont tombées entre 2h et 3h du matin cette nuit. On ignore pour le moment les raisons de l'incident qui n'a fait aucun blessé. Regardez cette vidéo. Regardez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, le spectacle était terminé, il était 2h, ça se termine à 1h15. Donc les gens étaient partis, il n'y a pas eu de blessés. Il semble que ce soit à la fois les conditions climatiques récentes et la vétusté. Parce que même si c'est entretenu chaque mois, ce ne serait pas un acte de malveillance. Il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu 2 personnes choquées parce que dans la rue, il y avait des gens... Pardon? Oui. Donc il y a eu 2 personnes extrêmement choquées. Les pompiers sont arrivés tout de suite. Voilà. Et il y a les 3 lettres MOU, vous voyez derrière vous. Bah oui, je vois bien. Voilà. Plus les ailes. Quand j'ai vu mou, j'ai pensé à vous. Voilà, merci. Non, mais c'est vrai. Ça a été rénové il y a 20 ans. On n'en peut plus là de Manila. Sans rigoler. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste dire qu'elles avaient quand même été rénovées il y a 20 ans. Oui, c'est ce que je viens de dire. Non mais il a raison. Ouvre tes escours. Non mais ouvre tes escours. Le Moulin Rouge, qui est déjà le Moulin Rouge? Il y avait les émissions de Laurent Ruquier là-bas. On a tout essayé. Oui, c'est vrai. Oui. Et alors, il y avait la Goulue. C'est une info média. J'aime beaucoup Laurent Ruquier, mais on le sait tous. Mais sinon, vous avez déjà pour voir le spectacle? Oui, le French Cancan. Ah ouais. Ah oui. Toi, t'as été voir le French Concon. Hein. Un bonbon. Heureusement que j'ai rien dit. Non mais franchement, un bonbon. Quoi, vous avez déjà été? Oui, bien sûr. Vous avez dansé? Vous avez assisté? J'adore le French Cancan, j'en rêve. Vous levez la jambe haut? Bah non, mais je le faisais quand j'étais jeune. Ouais. Ah, c'est vrai? Charleston, French Cancan, c'était mes spécialités. Ah ouais? On va faire un appel d'air. On m'appelait la Goulue d'ailleurs. Tu es un connard. Tu es un connard. Tu es vraiment un connard. C'est vrai, t'arrivais à lever la jambe comme ça? J'arrivais, puis il faut la tourner, enfin tout. Ah, tu tournais la jambe et tout? Ouais, j'adorais. Mais c'était la tienne? Vous vous souvenez de la Goulue? La Goulue? Ouais, c'était la reine du French Cancan au Moulin Rouge. Elle a Goulue? Ah oui, la Goulue. Toulouse-Lautrec. Quoi? Il a immortalisé. Voilà. Et les mecs, vous me faites chier.
C'est bon, là. Toulouse-Lautrec, c'est parti. Ça a 135 ans. Ouais, mais Toulouse-Lautrec, ça met combien de temps en RER TGV. Bon, très bien. Merci. Vous avez jamais été au Moulin Rouge? Jamais. Ah, t'aimerais. C'est quoi votre rêve? Est-ce que vous avez tous ici un rêve d'un endroit où vous voudriez aller? Voilà, moi par exemple, moi je le sais, moi j'ai un rêve. Voilà. Brésil, moi. T'es allé où? Non, Brésil. Copacabana. Je suis resté un jour, ça va pas, c'est cata. Tu vas détester le Brésil. Football. T'as rien à foutre là-bas, le pays du football. Tu sais quoi, va à Guingamp, c'est plus le pays du football. Va à Guingamp, on nous fait pas chier. Va. Non, mais le Brésil, j'y suis allé, j'ai détesté. C'est vrai, c'est pas bien? Je suis resté 2 jours, je me suis barré. Ah bon? Bien sûr, je suis resté 1 jour en Thaïlande, 2 jours au Brésil. Ça vous a pas plu? Ah, la vache. Non, j'ai pas aimé le Brésil. Ouais. Je vous ai dit, je suis arrivé, il y avait des rats. Ouais, pour le foot. Ah oui. Oui. Ah ouais? Ah, j'aimerais Mais il y bien. avait des À rats. Paris aussi, il y a des rats. Oui, mais il y en a plus là-bas. Ah oui? Puis les rats à Paris me respectent. Ils me connaissent. Au Brésil, ils me chient dessus. Non, donc voilà, donc c'est bon. Hein, vous Moi, j'aimerais bien faire l'Open d'Australie. On m'a dit que c'est le plus beau grand chelem du monde. Moi aussi, bah, on ira ensemble. Ouais, il fait beau, il paraît que c'est Oui, très sympa. j'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement arrêté sur on ira ensemble. Si vous voulez, avec plaisir. Oui, alors vous? Moi, c'est un rêve un peu bizarre, mais je rêve de faire les voyages en Corée du Nord, organisés. Ah ouais. Vous savez, c'est des bus de touristes, vous avez le droit de rien faire, vous n'avez pas le droit de sortir du bus. Et genre, si vous déchirez un flyer de Kim Jong-un, vous allez en prison, vous vous faites tuer. Non, mais j'ai vu un reportage là-dessus, ça m'a Je suis passionné. pas devenu complètement ouf, toi. C'est mon rêve de Non, mais il se fait gifler avant l'émission, il va aller en Corée du Nord, il va aller en prison. C'est mon rêve d'aller là-bas. Non, mais je crois vraiment que t'es devenu un peu ouf, toi, je te le dis. Daniel, dans un slip. Non, moi je rêve d'aller à Annecy avec André Dussolier. Annecy, Annecy, ouais. C'est sa ville de naissance. C'est ça ton rêve? Bah ouais, c'est tout simple, mais en même temps, c'est compliqué. Annecy avec André Dussolier. C'est mon rêve absolu. Bah Annecy, j'y ai déjà été, mais je lance un message. Tu vas rester chez toi avec André le voisin. Oui, bon. Les îles Grenadines, ça m'a toujours fait. Ça va boire une grenadine déjà, ne fais pas chier. Qu'est-ce qu'il y a, Pénard? Ça m'a fait rire. Vous êtes un bonbon. Ça se met délicieux. Vous êtes adorable avec moi ce soir. Avec tout le monde. Les îles Grenadines, ah ouais, c'est où ça? J'adore, dans les Caraïbes, je crois. Ah ouais? Ah, j'adorerais. Rien que le nom me fait rêver. Pas amener de l'eau avec? J'en rêve. Ça aurait pas amené de la limonade? Vous? Portofino. Portofino, je connais. L'accent. Vous connaissez? Je suis déjà allé. Qu'est-ce que j'aimerais y aller? Je vous J'aimerais y aller. Non, maintenant que j'habite. Non, mais je t'explique. C'est rien, Portofino, c'est un port, il y a 4 magasins et 3 restaurants. Non, mais il paraît que c'est beau, le petit port, il est super. Alors, le petit port, t'arrives, tu le fais en 2 minutes. Le petit port, je l'ai fait, je l'explique. Bah oui, je te le dis. Vous cassez mon romantisme. Il y a 3 restaurants, il y a 4 magasins. Je vais te dire, c'est pas non plus ouf. Vous cassez mon romantisme. Ça te coûte une tonne, donc reste chez toi, c'est mieux, nous fais pas chier. Le rêve. Non, mais je t'explique. Le rêve cassé. Je te le dis, tu vas monter sur une colline, il y a un hôtel en haut là. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Bah voilà, bah tu vas à l'hôtel, tu vas. Alors à Capri, si vous voulez. À Capri, j'y suis aussi allé. Je suis allé aussi à Capri. C'est fini. Capri, c'est fini. Non, Capri aussi, tu crois que c'est bien. Capri aussi. Et tu crois quoi? Il y a 3 pizzerias de conneries, reste chez toi, c'est mieux. Non, mais je te le dis, c'est vrai. Moi, j'ai l'idée de. Quoi? J'aime l'Italie. Tu suis allé à Capri, à Portofino. J'aime l'Italie. Moi, Roubaix, j'adore. C'est autre chose. Mais voilà, non, mais moi, je veux y aller avec Fanny Ardant. Ah ouais, avec Fanny Ardant. Quoi? Mais elle n'est pas d'accord. Tu veux, tu peux y aller avec Fanny Sandon. On l'a en stock, si tu veux. Oui, Benaïm. J'aimerais découvrir l'Asie, je connais pas l'Asie. L'Asie? Donc le Japon. L'Asie, le chien. Vietnam. J'adorerais découvrir le Vietnam. Magnifique. Le Vietnam, j'adore. J'y suis allé au Vietnam. C'est vrai? Exceptionnel. J'en Je suis allé au Vietnam. Je suis jamais allé au Vietnam. Non, mais je te dis, j'étais à Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Chimine, oui. C'est à Saïgon. Ho Chi Minh, Saïgon. C'est Saïgon, c'est la même chose. Non, moi c'était différent. Moi c'était à côté. Moi j'ai fait les 2 villes. J'ai fait Ho Chi Minh et Saïgon. Vous? Si c'était pas devenu une destination commerciale, j'aurais adoré grimper en haut de l'Everest, par exemple. Ouais, en haut de l'Everest? Ouais. Ah ouais? Bah, j'aime bien les exploits impossibles, mais maintenant c'est devenu. Grimper plutôt en haut de Daniel, ce sera plus difficile. C'est moins touriste. Oui, vous? Moi, je suis un peu comme vous, je suis un peu aigrie des destinations. Je suis peu impressionnée par les destinations. J'aimerais bien faire un truc de ouf, genre comme l'Antarctique, un truc comme ça. L'Antarctique? Ah ouais? Il n'y a rien. Il y a peu de si, mais il y a pas personne qui y vont. Ah ouais? Pourquoi vous n'allez pas plutôt acheter de la harpique? Bienvenue aux toilettes. Non, mais c'est pôle Nord ou pôle Sud, l'Antarctique? C'est les deux. Ouais, d'accord, ok. Et du boulot. Il y a du boulot. Vous voulez aller à l'Antarctique? Vous savez ce que c'est l'Antarctique? Oui, c'est là où il y a les pingouins. C'est au sud ou au nord? Bah, c'est les deux. Mais non, en haut c'est l'Arctique, au sud c'est l'Antarctique. Ouais, c'est ça. L'Arctique. Courage. L'Arctique. Ouais, les deux. En fait, vous voulez peut-être aller en Arctique. Oui, c'est ça. Pas en Antarctique. C'est ça. Vous savez où vous voulez aller en fait? Où il y a de la glace. Restez chez vous. Et vous, Cyril, est-ce qu'il y a Moi, j'aimerais aller à un endroit où je vous vois pas. C'est aussi simple que ça. Non. Bon, franchement, il n'y a aucun endroit qui me. C'est vrai? Il n'y a pas un endroit qui vous fait un rêve? Non. Amérique du Sud? Non, franchement, non. Non, je suis. Afrique, non. Non, Je peux vous emmener au Grand Prix de Monaco si vous voulez. Ah ouais?
Ouais. Bah, emmène-moi boire à Monaco, ça m'arrangerait plus. Qu'est-ce que tu crois que je vais être comme un con à voir les gars tourner? Alors je les aime beaucoup, hein, mais tourner, il y a un bruit de fou là. Tu sais même pas qui y a dans la voiture, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non mais sans déconner, tu m'amènes un circuit, je vais le faire chez moi, ça va être vite fait, tu vas voir. Mais qu'est-ce qu'il faut pour vous faire plaisir alors au lieu de râler? Fermez votre gueule. Voilà. Un bon délicieux ce soir. Non mais vraiment, moi j'aime pas les concerts. Je déteste aller dans les concerts. Je déteste les destinations. Franchement, je m'en fous. Cinéma, pas trop non plus. Cinéma, j'y vais jamais. Les musées, Théâtre, j'y vais jamais. Les musées, j'y vais jamais. Resto, j'aime bien. Mais rapide. J'aime pas rester 2 heures en resto. Parce que lui, je vous explique, il reste de 19h à 2h du matin. C'est un truc de fou. J'ai été une fois avec le resto, non mais sans rien, j'avais la gueule en biais. J'avais la gueule en biais. Pas très gourmet, vous aimez bien. Mais tout ce qu'il dit, il le fait. Quoi, je fais quoi? Spécialité japonaise. Tu vas au musée. Moi, je vais au musée. T'aimes pas voyager, tu voyages. Le seul musée que j'ai vu, c'est Daniel. Non, vous quelques potes, du sport, et puis voilà. Exactement. Moi, franchement, voilà, tu me dis, il y a un terrain de paddle. Et des copains. Et voilà, une salle de sport. Et un jet. Et bien sûr, et des gens que j'aime. Les gens que j'aime. C'est bien. Des goûts simples. Quoi? Des goûts simples pour un milliardaire, c'est pas. Moi, je suis nature, je suis comme un yaourt. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai 2 passions, c'est les voitures, vous le savez. Ah oui, Et voilà, et la vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau. Non, c'est beau. C'est beau. C'est très beau. C'est vrai en plus. Je vous fais chier, là? Non, du tout. Non, bah non, jamais. Facile à contenter finalement. Bien sûr. Ça se voit, vous êtes toujours radieux et souriant. Merci. Combien de voitures il faut pour être heureux? Combien de voitures il faut pour être heureux? Oui. Le nombre suffisant pour tous vous ramener chez vous. Merci. Donc tu fais le calcul et tu me donneras, tu me diras. Chérie, on va passer à cette séquence qui va vous faire rire. La femme d'un intervenant sur LCI s'est invitée à l'antenne pendant que ce dernier s'exprimait sur la situation en Corée du Nord, où tu vas faire bientôt ton voyage, mon chéri. Eh ben écoute, bon voyage et puis ne prends pas de billet retour, tu resteras là-bas. Merci, regardez. Pardon de vous avoir fait patienter, vos lumières vont être précieuses car Kim Jong-un a supervisé aujourd'hui une simulation de contre-attaque nucléaire lors d'une formation tactique virtuelle. Regardez, c'est une image qui a été transmise par l'agence de presse d'État nord-coréenne. Selon elle, les projectiles étaient dotés d'ogives nucléaires simulées. C'est incroyable. Je l'adore. J'ai presque envie de le voir. Regardez, mais elle est incroyable. Et Daniel, on t'a tous reconnu. Précieuse car Kim Jong-un a supervisé aujourd'hui une simulation de contre-attaque nucléaire lors d'une formation tactique virtuelle. Regardez, c'est une image qui a été transmise par l'agence de presse d'État nord-coréenne. Selon elle, les projectiles étaient dotés d'ogives nucléaires. Exceptionnel. C'est sûr et certain qu'ils sont embrouillés après. C'est obligé. Non, mais tu me surveilles, Mylène? Tu me surveilles, hein, c'est ça. Non mais regarde, non mais la teuté est folle comme ça, c'est rien. Quand ta femme arrive les mains dans le dos, généralement c'est que t'as fait une connerie. Quand ta femme arrive les mains dans le dos, c'est où qu'elle a un truc. Elle a un bail derrière. La meuf, elle arrive avec les mains derrière le dos, frère, t'es mal. Là, les vénères, à mon avis, ils sont embrouillés avant. Elle a dû se dire, je vais voir avec qui il va parler là. Je pense que l'attaque nucléaire, elle a plus de chances d'arriver chez lui. Je pense qu'il a plus de chances que ça arrive par derrière. C'est un truc de fou. C'était incroyable. C'est fou ça. Très drôle. C'est fou ça. Vous avez vu des habitants excédés par les lumières de leur immeuble, allumées en continu depuis 14 ans. C'est une histoire de fou ça encore. Regardez cette histoire et Gilles Verdez va nous la raconter. Merci Gilles, tu es vraiment exceptionnel. Merci. Dans cet immeuble, aucune raison d'avoir peur du noir. Tous les couloirs y sont éclairés en permanence, et ce, depuis 14 ans. On voit tous les jours, tous les ans, tous les mois l'augmentation d'électricité, donc c'est sûr que ça touche à notre porte-monnaie. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus acceptable. Les locataires ont pourtant déjà demandé à ICF, bailleur de l'immeuble, de trouver une solution. Mais les habitants ont l'impression de parler dans le vide. Le bailleur, de son côté, affirme qu'il s'agit d'un éclairage basse consommation, mais il assure tout de même qu'une solution sera bientôt trouvée. Certains locataires ne comptent pas se contenter d'un changement d'éclairage. Ils demandent aussi une régularisation des charges d'électricité sur les 10 dernières années. Voilà, donc c'est la Micheline qui a parlé. 14 ans que ça dure à la Garenne-Colombes, mais par les temps actuels, c'est complètement délirant, même si c'était de la basse consommation, ce qui n'est pas prouvé. Laisser allumer alors que ça ne sert à rien, ça dérange les gens, il n'y a aucun problème de sécurité. Qui dort la lumière allumée? Ah non.
Moi, je dors. Moi, j'aime bien avoir un écran, moi, toujours. La télé, moi. Moi, j'ai peur. De toute façon, j'ai peur dans le noir. Moi, il faut que je dorme et que je vois la porte de mon lit, quoi. En fait, la porte d'entrée. Ah ouais. Autrement, je dors pas. T'as toujours peur que quelqu'un vienne te surprendre dans la nuit. T'inquiète pas, c'est pas arrivé depuis 65 ans. C'est pas maintenant que ça va arriver. Jamais personne t'a surpris. Je peux te dire, ça risque pas d'arriver, monsieur. Non, mais c'est moi, j'ai toujours besoin d'avoir un écran allumé. La télé en veille. La télé en veille. Avec les 30 minutes. Tu sais, on a dormi ensemble un jour. La télé en veille. Ah non, tu voulais dormir avec moi. Oui, parce qu'on est oui. On était attaqués de l'intérieur, il a voulu dormir avec moi. Il a tapé à ma porte à 4h du matin. Je vous jure que c'est vrai. Je dis, mais qu'est-ce que tu me fais chier? Ah oui, j'avais plus de réseau, j'avais plus rien. J'ai dit, ça y est, ils ont mis des routeurs, ils arrivent, ils vont nous attaquer. J'avais plus de réseau. Cyberattaque. Et j'avais rien, j'avais que des cintres. J'ai dit, s'ils viennent et qu'ils ils viennent dans ma chambre, je fais comment? Moi, j'ai une équipe qui vient, ils arrivent à 4. Ils brouillent les fréquences pour empêcher d'appeler la police. Et d'ailleurs, c'est une villa pas très loin de là où vous étiez qui a été attaquée pendant la nuit. On a failli être attaqué. Ah oui, bien sûr. Quoi, ça sert d'avoir une équipe de garde du corps, une quinzaine autour. Non, mais ils n'étaient pas 15, mais ils les ont arrêtés quand même. Les trois gars, ils ont arrêté les mecs qui étaient braqués. C'est pour ça que je suis venu dans ta chambre. Dans ta chambre, il y avait des casseroles, des trucs pour se défendre, tu vois, 2-3 casseroles. Avec des casseroles dans votre chambre. Il dort avec des casseroles. Si les mecs arrivent, il y avait des poils, on pouvait les taper avec des poils, tu vois. Mais je peux pas rester dans ma chambre avec un cintre. C'est vrai que c'est rien, on a failli. Non, il m'a laissé descendre. Je suis obligé de venir dans ta chambre. Et tu m'as dit poliment. Vas-y, dégage, retourne dans ta chambre. Un bonbon déjà. Toujours un bonbon. Et vous dormez avec un écran silencieux mute ou avec quand même un petit bruit? Non, j'aime bien un bruit. Je mets toujours des films de Liam Neeson en fond. Ah oui. C'est Ken, c'est vrai. Ouais, non, on est tous les films. Pour un sommeil zen. Ouais, j'adore. J'aime bien entendre des bruits de bagarre. Pendant que je dors. Non, mais c'est vrai. Faut bien que je remets Roadhouse avec Patrick Suez. Oui. Ça vous dérange? Vous dormez bien? Vous dormez très bien. Ça fait des années que vous dormez à l'hôtel, donc vous dormez chez vous? Je dors chez moi, vous dormez à l'hôtel. Il dort partout. Non, moi je dors très bien, j'avoue. Non, mais vous avez toujours dormi tout seul, vous? Oui. C'est fou, ça, jamais une femme à côté. Mais c'est très dur justement de dormir avec quelqu'un après. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez essayé de dormir avec quelqu'un, ça m'intéresse. Ouais. Parce que j'ai envie de rentrer dans l'intimité de Bernard Montiel. Non, vous savez que je n'aime pas qu'on rentre dans mon intimité. Moi, mais je vais vous dire une chose, c'est que en fait je me réveille tout de même, je peux avouer un truc, à 5h du mat pour faire pipi. Ah ouais? Et ça, c'est l'âge. C'est une grosse révélation. C'est une très grosse révélation. L'avantage que j'ai, moi, c'est que j'ai pas besoin de me réveiller la nuit pour faire pipi. Non, mais c'est que moi, je bois beaucoup d'eau avant de me coucher. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'ai ce corps de rêve. Votre bouc va tout seul. Ouais, j'ai juste à attendre le zizi. Je vous avais raconté une fois ce que j'avais. Je ne devrais pas le raconter, mais j'ai un pistolet. Vous savez, un truc comme à l'hôpital. J'avais vu ça à l'hôpital, je trouve ça génial. Ah ouais. Et comme ça, je ne peux pas me lever. Mais non, parce que. Mais non, j'avais reçu des gens au fond de mon appartement pendant 4-5 ans. Voilà. Déjà, il a un fond de son appartement. Quand t'as un fond de ton appartement, c'est que t'as pas un 40 mètres carrés. J'y étais, je me suis perdu en cherchant les toilettes. Non, j'ai essayé de la perdre surtout. Ouais. Et donc, au fond, il y avait. Les gens se demandent bien ce que tu foutais chez lui. Et les chiottes, il n'y a qu'une seule chiotte en revanche. Ah ouais. Vous savez, c'est des chambres de bonne réunies. Et il n'y a qu'une seule chiotte et c'est plutôt de côté de l'autre du fond, quoi. Ouais. Donc, je ne voulais pas les réveiller en pleine nuit. Donc, j'ai eu la bonne idée et l'élégance pour eux de ne pas les réveiller avec les portes clac-clac en pleine nuit, puisque je fais pipi à 5h du mat, d'acheter ce pistolet qu'on trouve, je vous avais offert d'ailleurs une fois, et je fais pipi la nuit. Les mecs, moi, non mais je pense à une histoire. Ça vous intéresse énormément? Je pense à une histoire qui m'est arrivée. Je ne sais pas si je peux vous la raconter, je vous jure, je pense à ça. J'étais avec mon pote, Michael Belletti, on était dans un hôtel, et on est invité à Saint-Tropez, je vous jure que c'est vrai. Et on a un énorme problème, je vous jure que c'est vrai, la porte des toilettes ne s'ouvre pas. On a envie de faire pipi, mais un truc de ouf. Et impossible d'ouvrir la porte des toilettes, vraiment. Et qu'est-ce que je dis? Je vois des bouteilles. Et je dis, bon bah frère, on va faire pipi dans les bouteilles. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure que c'est vrai, on fait pipi dans les bouteilles. Et on met les bouteilles, et donc il y a des bouteilles comme ça, et il y avait... on met les bouteilles derrière un bail comme as, derrière un truc, et on dit, bon bah tant pis, on va laisser les bouteilles là. Mais on avait déjà appelé l'hôtel pour dire que la porte s'ouvrait pas. La porte s'ouvrait pas. Et là, il y a une meuf qui arrive, sympathique et tout, et on fait ouais, ça va bien. Et là, à un moment, elle va pour ouvrir la porte et elle pousse un queutru, elle voit les bouteilles avec le pipi comme ça. Avec le pipi chaud qui sortait encore. Elle dit non, on a trouvé ça quand on est arrivé. Non mais je vous jure, la chouma, mon frère. La choum, mais vraiment. Et donc vous faites pipi directement. Là, comme ça. Vous voulez que je vous dise? Oui. À votre âge, personne ne vous en voudra faire pipi au lit. Vraiment. Non mais vraiment, faites-vous plaisir. Hein, voilà. Non mais c'est vrai. Voilà. Non mais c'est vrai. Voilà. Je vous le dis. Voilà. Merci. C'est gentil. Ça me rappelle une blague, ça. C'est quoi? Vous vous rappelez, c'est quand le mec il se prend pour une poule.
Non. Ah oui. Hein, bon, je vous la raconterai. C'est quoi? Teasing. Merci d'être avec nous. Il est 20h21. On est en direct dans Touche pas mon poste. Dans un instant, on consacrera un long moment à l'affaire Kenji. C'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous jure, je n'ai jamais vu ça. C'est complètement fou. On aura 30 extraits de ce qui s'est passé. La conférence de presse du procureur, bien sûr, Michel Marie, va tout nous décortiquer. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Franchement, c'est un truc de fou, ça sera dans un instant. Vous avez vu cet homme qui était en retard pour prendre son avion, qui a appelé l'aéroport et a lancé une fausse alerte à la bombe. Ça me rappelle le film La Chèvre. Et c'est un truc de fou. Il risque gros, non? Il a été condamné. Ah oui. Il a pris 6 mois de prison avec sursis et il doit verser 10 000 € à la compagnie aérienne, en l'occurrence Lufthansa. C'était un vol Lyon. Lufthansa. Ouais. C'était un vol Lyon, Francfort-Helsinki. Lui, il habite Moutier en Haute-Savoie. Il voit qu'il est en retard, il appelle et il dit « Attention, il y a une bombe, un terroriste du djihad rouge a déposé des explosifs dans l'avion. » Panique à bord, fouille, etc. Finalement, l'avion n'est pas parti. Lui, il a été interpellé plus tard. Bon, il était ivre. Il a été jugé en comparution immédiate à Albertville et 6 mois de prison avec sursis. Mais c'est fou, juste pour un retard comme ça, d'appeler un avion et de faire non seulement peur à tout le monde, mais en plus, ça banalise les alertes à la bombe qui sont très nombreuses en ce moment. Condamnation méritée. C'est vrai que ça me rappelle le film La Chèvre. C'est vrai que c'est complètement con de le faire, hein, bien entendu. Moi, j'ai raté un avion, moi, dernièrement. Ah oui? Ouais. Pour une raison comme celle-ci? Je vous dis un truc, on dirait que vous êtes comme des fous. Pour une raison comme celle-ci ou pas? Moi, je m'y prends toujours au dernier moment. Il vous attend pas l'avion, d'habitude? Quoi? Il vous attend pas l'avion? Ah oui, l'avion m'attend pas. Il est parti tout seul. C'est votre pilote. Il est parti tout seul, l'avion. Oui, mais vous êtes tendu un piège, vous êtes tombé dedans. Est-ce que c'est vrai que les personnes, je ne cite personne, mais les personnes qui ont des jets privés peuvent faire partir leur avion quand elles veulent, quand elles ont du retard? Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je vais vous dire, c'est pas tout à fait ça. Je vais vous expliquer. Il y a des créneaux, mais t'es pas. Voilà, ça dépend. Si t'es en pleine saison. Voilà, moi je dis, je n'ai pas d'expérience là-dessus, mais j'ai un pote. Non, mais vraiment. Dami. Ta gueule. Mais non, sans rigoler, c'est vrai. Et je vous dis la vérité, c'est qu'il y a des créneaux. En fait, tu peux arriver 1 heure en retard, 1 heure et demie en retard. Mais après, il faut qu'il te recale un créneau. Mais ça va. C'est pas la folie. Ça dépend où tu vas. Si tu vas à, je sais pas moi, à Courchevel en plein hiver et que voilà, il y a énormément de jets qui arrivent, il faut être plutôt à l'heure. Si tu vas dans un endroit où personne ne va, forcément ils trouveront vite le créneau. Non, si vous êtes en retard, il faut appeler le pilote, votre pilote, et lui dire il est pas con, j'ai une petite demi-heure et c'est lui qui règle. Le mec appelle qui? Sinon ta mère? Non mais oui. Non mais et Bernard Montiel parfois il sort des infos. Tu vas appeler qui? C'est logique ce que je vous dis. Vous, quand vous êtes en retard dans vos affaires, vous appelez. Eh bien, l'info, c'est que c'est d'abord le pilote. Quelle est son info? C'est d'abord le pilote qu'il faut appeler et c'est le pilote qui se renseigne auprès de. C'est ce qu'il vient de dire. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. T'as dit moins bien ce qu'il avait très bien dit. Et pour les mesures de sécurité, c'est comment? Mais attendez, mais pourquoi vous me demandez à moi? Mais votre ami vous a peut-être raconté. Non, j'ai un ami moi qui m'a déjà invité. Je vous dis la vérité, dans son jet. Une fois? Plusieurs fois, 2-3 fois. Je vous dis la vérité, j'ai un pote qui m'a déjà invité. Et non, il n'y a pas de mesure de sécurité. Ah, vous passez pas sous les portiques comme nous et tout ça? Non, les portiques aussi, ça passe, mais bon, ça passe. Il n'est pas noir, son jet? À votre ami? Oui. Par contre, toi, tu vas voir, tu vas rester chez toi très longtemps. Non, parce que s'il nous écoute, il va te défoncer. Non. Non, oui. C'est un ami, un très bon ami, un de mes meilleurs amis. Qui m'a déjà invité, voilà. Ouais. C'est gentil. Il est très sympa. Ouais, très sympa, merci. Next. Non, mais bon, voilà, mais c'est tout. Vous étiez combien dans l'avion pour que tu vois la différence, par exemple, avec un gros Boeing? 3. Ah oui, 3. Oui. 3, mais il m'a invité. Dès que j'ai avec lui, voilà, c'est un ami à moi. C'est tout. Quoi, Gilles? Mais c'est des jaloux. Ouais, ne leur répondez même pas. T'as raison. Perdez pas de temps avec eux. Regardez-les. T'as raison. Toi, t'as déjà pris des jets privés? Oui. Ah. Elle est belle, la LFI. Elle est belle. Elle est belle. J'ai payé ma place avec le PSG. Et pour le travail, on venait avec lui. Toi de notre gueule, ouais. Ah non, bon, Bernard Montiel, bien sûr, vous avez déjà pris un jet privé? Oui. Et c'est alors? Comment? Vous voulez qu'on en parle? Oui. On peut échanger si vous voulez. Lui. C'est très agréable. Tu viendras plus jeudi, t'es trop fatigué. Benaïm. Une fois, je faisais la tournée avec Arthur et Emmanuel Lévy. On allait de ville en ville. Eh bien, vous étiez là. Bien sûr que j'étais là. Oui, ben voilà. Donc une fois pour la radio. Apparemment, tu te rappelles plus de l'avion que de moi. Et même Faustine Bollard.
qui nous avait interrogé avec des journalistes. Exactement. Eh ouais, les gars. Vous suivez pour faire un Eh ouais, je m'en rappelle. Eh oui. J'ai la chance d'avoir un ami, on a le même, qui a une villa à Saint-Tropez et à Marrakech. Donc, du coup, j'ai déjà fait quelques petits allers-retours. Et une fois, j'ai aussi pris un avion privé pour qu'on allait voir le Père Noël en Laponie. On avait pris un jet privé. Ah oui? Ah oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre avion, il n'y avait pas d'avion de ligne, c'était plus pratique de prendre un jet. Ce n'est pas il neigeait sur le tarmac et tout. Un jet privé? Non, mais t'es fou. Ah oui. En Laponie? C'était pas avec moi. Hein. Mais moi, on n'a jamais pris un jet privé pour aller en Laponie. À mon avis, vous avez pris un jet privé. Gilles, tu y étais? J'y étais, je me souviens très bien, c'était une compagnie régulière, non? Bien sûr. T'as eu un privilège, Jean-Michel. Mais on n'a jamais été dans un vol, un jet privé. Je apporterai les photos demain. Bah oui, apporte les photos parce qu'à mon avis, c'était pas avec nous. Hein. Vous avez déjà pris un jet privé? Non, mais on m'avait proposé, mais j'avais la flemme. C'est vrai? Vous avez peur? Non, j'avais la flemme. Moi aussi, moi, je déteste prendre des... Je en prends... Quand on m'invite, mais je vous jure, ça bouge trop. Je supporte pas, moi. Moi, je préfère être avec tout le monde. Tu sais quoi, je me mets en 26B. Les petits avions. Je me mets en 26B. Non, voilà, les premières, ça s'arrête à 10, Roger. Quoi? Les premières, ça s'arrête. Je me mets en 26B. Voilà. Je te le dis. Ah, ça bouge beaucoup plus, ces petits avions? Ah ouais, ça bouge. Les avions privés. Oui. J'ai une info, il y a plus de crash dans les petits avions que dans les grands. Merci. Il y a moins de morts. Vous faites partie de la famille de Bernard Montiel? Non mais franchement, sans déconner, non mais c'est incroyable. L'initiale de votre nom de famille détermine votre réussite. Est-ce que vous avez vu ça? C'est une récente étude qui vient de montrer que les étudiants... Les étudiants ayant pour initiale une des dernières lettres de l'alphabet sont susceptibles d'être moins bien notés et d'avoir des commentaires plus négatifs sur leurs devoirs. Gilles, c'est vrai, c'est fou. Mais c'est une immense injustice. Moi, je m'appelle Verdez, et quand les gens arrivent à V dans l'alphabet, ils sont fatigués, ils s'en foutent de vous. Non, c'est surtout quand ils te voient qu'ils sont fatigués. Ils vous mettent des mauvais commentaires. C'est prouvé scientifiquement. On a moins 0,3 points à chaque fois parce que les profs sont fatigués, parce qu'ils ont déjà mis des bonnes notes. Ils disent, bon, à la fin, on va les bazarder, on va rétablir l'équilibre. Donc c'est un vrai scandale qui a été dénoncé, Cyril. Et merci de donner la parole aux gens dont les lettres de l'alphabet sont V, W, X, Y, Z. Nous sommes les laissés pour compte de la société. Voilà. Tu veux pas te calmer? Si. Vous avez vu Emmanuel Macron qui a fait un match de foot aujourd'hui? On va revenir sur les meilleurs moments. Regardez, il s'est entraîné déjà. Regardez l'échauffement d'Emmanuel Macron. Le numéro 8, ancien international avec l'équipe de France, passé par Nantes, Marseille, Milan, Chelsea. Vainqueur de la Ligue des Champions avec l'OM, il a quasiment tout remporté avec Milan et Chelsea. 116 sélections avec l'équipe de France. Champion du monde 1998, champion d'Europe 2000, 8e au Ballon d'Or en 1996. Le numéro 8, Marcel Desailly. Le numéro 9, ancien international français, plus de 760 matchs au niveau professionnel. Alors, il a même tiré un pénalty. Ouais. Regardez le pénalty d'Emmanuel Macron. Regardez. But marqué par le numéro 3, Emmanuel Macron. Alors, oui, qu'est-ce que vous avez à redire? Moi, je comprends pas ce qu'il vient faire là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il est lourd, ce mec? Oui, très bien, mais qu'il vienne en costume, c'est super. Mais arrête de il va pas jouer en costume. Non, qu'il joue pas. Mais arrête un peu, il joue, c'est ça le truc, au contraire. C'est ça qu'on veut voir. Pour les gens qui sont venus, c'est magnifique. Je vois bien que tout le monde a pris des... Alors, je voudrais embrasser mon ami Didier. Dites-donc que j'adore mon Didier. Toujours Darka. Et Didier, je l'adore parce que Didier, ils sont fous de tout. C'est-à-dire que Didier, il déconne, il est toujours le même avec tout le monde. C'est-à-dire que voilà, il a dû partir en cacahuète. Là, il est en train de lui dire une connerie, je suis sûr et certain. Voilà, on adore. Mais pourquoi vous êtes aussi... Non, mais Bernard, pourquoi il est lourd? Pourquoi c'est à l'initiative de Jacques Bien sûr. Mais oui, je l'adore. Variety Club, c'est pour les pièges jaunes. C'est sympa qu'il joue. Est-ce que tu as vu Hollande jouer? C'est ce qu'on veut voir en plus. Ça fait venir des gens. Au moins là, c'est sympathique. C'est vrai qu'on peut se moquer du penalty parce que le goal n'est pas envie de l'arrêter. Alors, attends, il est près du poteau.
De quoi? Les produits bien Le tirés. gardien. Oui, mais quand Regardez les près du poteau. Mais il n'a pas beaucoup bougé quand même le. Regarde, il est à côté. Le gardien n'a pas beaucoup bougé. Ouais, mais je vais dire la vérité, il a arrêté le ballon, là c'était contrôle fiscal, tout ça. Vas-y, j'en ai rien à foutre là, laisse le ballon passer, c'est bon. Frérot, là, allez, on y va là, on va pas se faire chier avec ces conneries là. C'est ridicule, non? Non, il est pas si nul, il est pas si mal tiré. Vous dites des bêtises qu'il est prêt à ras de terre. Près du poteau, c'est pas mal. Ouais, Gilles Vernet. Non, mais la France est en crise, le président. Oh là là! Mais qu'est-ce que t'es? Donne mon avis, excusez-moi. Mais on peut plus, tu vois pas que les gens peuvent plus. Tu vois pas? Les gens en costard cravate, t'aurais dit, ils descendent jamais de leur tour d'ivoire, ils sont loin du. Mais t'es insupportable, je te jure. Oui, c'est aujourd'hui, là, dans le contexte d'aujourd'hui, je trouve pas ça bien. Voilà. Un président, pour moi, aujourd'hui, il fait pas un match de foot. Les pieds jaunes, c'est pas bien. Mais s'il y est, on préfère un président qui vient jouer plutôt qu'un président qui vient 2 secondes en costume, qui en a rien à foutre et qui dit bon, moi je suis passé, voilà, on se marre maintenant. C'est pas possible. L'image qui tourne, c'est ça. Il était avec d'anciens grands joueurs et tout. Bien sûr. Mais quel est ton problème en fait dans ta vie? Pourquoi t'es aigri? Je n'ai aucun problème. Et si, arrête un peu, c'est parce que Fatou n'a jamais voulu te marier avec toi. On avait montré les images d'Obama jouer au golf, c'est merveilleux, un président moderne, là, parce que c'est Macron, il a toujours 2 poids, 2 mesures. Il est insupportable. Non, je suis pas anti-Macron. Comment on fait pour supporter votre meuf? Elle le supporte pas. Non, mais sans rigoler. Non, mais je te jure, mais imaginez. Les filles de 2 secondes, vous êtes la meuf de Gilles Vernet. Non, mais Christian Benaïm, c'est quoi ce petit regard là? Mais Valérie, imagine demain, on te jette un sort. Oh non, écoute. Tu te réveilles le matin, patoche, c'est parti, il y a Gilles Vernet à côté. Salut Valérie. Non mais imagine Valérie. Non mais qu'est-ce que tu fais sans rigoler? Non, alors. Et dis la vérité, arrête. Je suis extrêmement honnête. Arrête. Je ne supporterai pas, mais il est extrêmement gentil. Oui, mais arrête un peu, c'est une tannée, arrête un peu. C'est une tannée. Bien sûr qu'il est gentil, mais c'est une tannée. Fais les courses, j'achète des fleurs, fais la vaisselle, je suis gentil. Tu mets un slip par mois. Non, mais c'est bon. Mais là, t'imagines, tu dois laver les slips tous les 4 jours? Non plus. Franchement. Non. Non, ça pour le coup, ça serait compliqué. Bah écoute, Géraldine. Non, franchement, il est adorable, mais c'est un cauchemar intersidéral. Je déménage. Je change de pays. Non, mais tu changes de pays. Moi, j'achète des boules caisses, mais je prends. Elle, c'est pas possible. Elle, sans rigoler, c'est un truc de nous. C'est journée porte ouverte dans sa culotte. Non, mais sans déconner, c'est le salon de l'étudiant. Tout le monde y va, là, tranquille. Non, mais franchement, c'est incroyable. Calme-toi, bébé. Non, mais franchement. Il est plutôt beau mec. Il est comment, quoi? Quand il parle pas, il est plutôt beau mec. Oui, quand il parle. Tiens, il y a quelqu'un qui a donné son avis sur toi d'ailleurs. Passe-partout. Il était André Boucher. Il était invité de Jordan Deluxe. Et il a commencé par montrer son affection pour moi. D'ailleurs, merci André, que j'aime beaucoup et énormément, qui m'a énormément aidé, qui était même avec moi sur France 4 à l'époque. Voilà, donc je l'adore. Et avant d'allumer un chroniqueur autour de la table, vous savez d'ores et déjà de qui il s'agit. Vous pensez de Cyril? Je l'adore. Ouais. Je l'adore, Cyril. Coucou, Cyril. Et ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie. Ouais. Et je pense que c'est réciproque. Qui pourrait faire un très bon personnage dans Fort Boyard? Gilles Vernet. Ah bon? Ah mais oui. il a un truc. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, lui? Je sais pas. Un méchant? Je sais pas, mais... Un grincheux, un mec qui... Ouais. Un grincheux, ou un simplet. Voilà, je vais me faire allumer. Oh mais j'adore. Un simplet? Ouais, il serait bien un simplet. On vous aime, Gilles, quand même. Hein. Mais vous seriez très bien dans le rôle du simplet. Il est très gentil, Gilles, d'ailleurs. On lui fait un petit coucou aussi. Moi, je l'adore. André, c'est un amour de mec. Oui. Moi aussi, mais je sais pas ce qu'il a contre moi, un simplet. Pourquoi il m'allume comme ça? Je l'ai jamais vu. Ou alors il est venu ici, on s'est toujours bien entendu. Non, regarde juste l'émission, tout simplement. Il a des yeux. Il a des yeux, il a des oreilles, tout simplement. Voilà. Mais on l'embrasse. Non, il est gentil. C'est une vanne. C'est une vanne, elle est chérie. Arrêtez un peu. Vous avez vu qu'il bientôt il va y avoir une révolution sur la fiche de paye. Ah oui. Le nombre de lignes passerait de 55 à 15 lignes pour qu'elle soit plus lisible. Regardez, c'est Bruno Le Maire qui a dit ça au JT de France 2 hier soir. Ça, pour une annonce, c'est une annonce. L'objectif de la loi, c'est simplifier la vie des chefs d'entreprise, des patrons de TPE, de PME, artisans, commerçants, indépendants. Mais ça doit aussi inclure les salariés. Aujourd'hui, vous avez une feuille de paye, elle a 55 lignes, parfois plus, parfois un peu moins. Elle est illisible. Nous voulons une feuille de paye qui fasse une quinzaine de lignes, qui soit claire, simple, lisible pour le salarié, où il puisse voir ce que paye le chef d'entreprise, ce que lui touche, ce qu'il paye comme cotisation sociale, ce qu'il paye comme impôt et ce qui lui reste à la fin du mois. Je suis pas du tout d'accord. Alors oui. Je suis pas sûr que ce soit une priorité. Hein. Je pense que les gens, ils aimeraient avoir plus d'argent plutôt qu'une feuille de paye réduite à 15 lignes. En plus, il faut négocier avec les partenaires sociaux, c'est pas avant 3 ans. Donc ça n'a aucun sens. Le ministre de l'économie qui vient annoncer ça, c'est une non-annonce. Franchement, je vois pas l'intérêt.
C'est surtout que là, il cache toutes les cotisations sociales qu'on donne à l'État là-dedans. Il est en train de cacher tout ce qu'on donne à l'État. Donc ça se trouve, il y a des Français qui aiment bien savoir où va l'argent et ce qu'on donne à l'État. Là, c'est réduit à tout rien du tout. Employeur, tiens, vous ne mêlez pas de ça. Sécurité sociale, accident du travail, sécurité vieillesse, RDS, CSGS. Ils en ont rien à foutre. Regarde, tout ce qu'ils vont supprimer, c'est juste les taxes. C'est l'argent qu'ils prennent eux. Il ferait mieux de simplifier pour les agriculteurs. Vous mais c'est vrai que ça sert à rien. Ça sert à rien, puis c'est beaucoup trop tôt, de toute façon. C'est n'importe quoi, là. Pourquoi trop tôt? Parce que c'est dans quelques années. 3 ans. Non, mais tu peux dans 3 ans. Les Français en parlent déjà, on leur paye. Non, mais ce qu'il faut, oui. Ce qu'il faut changer, c'est pas la forme, c'est le contenu surtout. C'est tout l'argent qui part dans des trucs complètement mais inutiles pour beaucoup. On aimerait bien voir que ce qui est intéressant quand même dans la fiche de paye, c'est de voir sur un salaire, là on a un salaire à 2300 net, qui coûte pratiquement 5000 à l'employeur. Ou encore une fois, où va le delta? C'est ça qui est intéressant. La présentation, on s'en fout. Pardon. Là, ils veulent l'enlever, je vais pas te dire. Ça sera flou. C'est con. C'est un pote qui m'envoie ce que disait Didier Deschamps et Emmanuel Macron. Non merde. Il lui disait quoi? C'est ce qu'il me dit. Il me dit, racontait Emmanuel Macron quand t'as été chier à l'hôtel à côté de chez lui. Qu'est-ce qu'il est con ce Bachir. Je t'embrasse mon Bachir. Non mais franchement, il y avait les enregistrements du maillon faible avec Vincent De Dienne. Le maillon faible qui revient sur M6 et il paraît que c'est une catastrophe. Apparemment, les infos, Gilles, il paraît que le public s'est barré du tournage. 7 heures de tournage. 7 heures de tournage pour un numéro spécial. Il était extrêmement tendu, donc il avait des invités quand même intéressants. Il y avait Bernard Campan, enfin plein de gens bien. Les gens se sont lassés, il était très stressé, en plus plein de problèmes techniques. Donc c'est un fiasco. Alors on ne sait pas si ce sera qu'une fois, parce que c'est pour les 25 ans, ou si ça va revenir. Mais le public en a eu marre et il faut le dire honnêtement, il n'avait pas l'air très bon pendant le tournage, quoi. Donc ça augure pas bien d'une suite éventuelle. Ah, mais après, ils vont monter, etc. Vous savez ce que c'est que la télé, c'est magouille et compagnie. Absolument. Tac, tac, tac. Et puis on va voir. Mais bon, franchement, je ne vois pas qui va regarder le maillon faible. Voilà. C'est vraiment, je comprends pas cette idée, encore une fois, de M6. Excusez-moi, je comprends pas. Je suis désolé. J'ai beau essayer de comprendre, je ne comprends pas comment tu peux prendre cette décision. Comment tu peux te dire que ça va marcher dans le temps. Voilà, je comprends pas. C'est comme Secret Story qui a pris une tôle d'audience hier. Hein, je vous le dis, Secret Story, catastrophe. Ils sont arrivés 3e des chaînes. Secret Story, comment tu peux te dire Secret Story va marcher? On l'avait dit. Hein. Franchement, on l'avait dit. Mais après, on va nous dire non, mais sur la cible des mecs qui portent des mocassins, ça marche bien. Bon, c'est une catastrophe. Ils ont fait 10%. C'est catastrophique. Ils vont se taper ça pendant 2-3 mois. Ça va plomber toute la grille de TF1. Hier, il faut savoir que France 2 était devant TF1 sur la journée à cause de Secret Story, à cause du prime time. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on l'avait dit. Mais écoutez, tant qu'il y aura encore des pigeons pour vous acheter des merguez pareilles, eh bien on sera heureux. On va se retrouver dans un instant. On va revenir sur l'affaire Kenji. C'est incroyable ce qui s'est passé. Je vous le dis, on a 30 extraits. C'est un truc de fou. À tout de suite. Merci beaucoup les amis. Vous pouvez vous lever, vous étirer. C'est la dernière coupure pub. Minute pas les chéris. Salut les amis, merci pour tout. Merci les chéris, ça y est. Faites un victoire, vous êtes un public merveilleux, c'est top. Asseyez-vous à la tête devant les sujets un peu plus sociétaux. Bonne réaction, vous avez des débats, retour pub. Applaudissements. Et après, je finis l'émission. Merci. Ça va là-haut? Dans la famille? C'est bon. Allez, on se replace. 40 secondes. Merci pour tout. Vous avez été merveilleux. On va aller à la fin de l'émission. Vous êtes au top. Merci. 30 secondes. Jade là sur un canapé avec. Elle est bien ça. Ouais.
Merci d'être avec nous. 20h45, on est en direct juste après Touche pas mon pote, bien sûr. Le retour, il y a un film ce soir. Ouais. C'est ça, hein. Mieux. Trouvez le film parce qu'il est très fort ce soir, le film. Hein. C'est un gros film, je crois savoir. Voilà, je crois que c'est... Ma mère part à la campagne. Non, il n'y a que la vérité qui compte. Voilà, merci. Ouais. Le film, c'est dans ma tête. Merci. On va reparler de l'affaire Kenji. Alors là, aujourd'hui, c'est fou. Ce qui s'est passé, je vous dis, c'est complètement incroyable. On va revenir sur toute la conférence de presse du procureur. Que s'est-il vraiment passé? Toutes les réponses, vous les aurez ce soir. Enfin, de nombreuses réponses en tout cas. C'est le gros dossier du jour, bien entendu, dans la nuit de dimanche à lundi, vous le savez tous. Hein. Dimanche dernier à Biscarrosse, Kenji a été grièvement blessé par balle. Il a eu plusieurs rebondissements. D'abord, la déclaration de Kenji qui affirmait que c'était un accident avec une arme qu'il aurait achetée dans une brocante la veille. Puis ensuite, l'ouverture d'enquête pour tentative d'homicide volontaire. Aujourd'hui, donc, le procureur de Mont-de-Marsan s'est exprimé lors d'une conférence de presse et a tout raconté en détail, mais c'est incroyable, vous allez voir, sur ce qui est arrivé à Kenji. Il a fait de très nombreuses révélations, on va tout vous raconter, tout bien sûr, on vous disséquer avec Michel Marie, qui est là et qui est pied au plancher, j'ai envie de dire. Hein. Merci, très heureux de vous voir, comme d'habitude, Michel. Merci, Cyril. C'est toujours un bonheur de voir quelqu'un de beau et d'intelligent. Olivier Janson, donc procureur de la République de Mont-de-Marsan, s'est exprimé à 15h. Il a d'abord raconté comment l'affaire a commencé. Écoutez, regardez, tout est fou. On a 30 extraits à vous montrer, 30 extraits plus fous les uns que les autres. Regarde. C'est le SAMU qui a été appelé le premier à 5h24 pour une intervention urgente concernant un homme blessé. Donc un médecin procède à un certain nombre de questions à 5h31. À 5h42, un équipage de 3 pompiers arrive dans le camp. À 5h38, le centre opérationnel de la gendarmerie des Landes est avisé par les pompiers d'une suspicion de découverte d'une personne blessée par balle dans ce camp des gens du voyage. Alors là, déjà, bon, on met les choses en place, c'est rien de ce qu'on... Il plante le décor, il a fait une très longue déclaration où il donne vraiment, et on ne peut que l'en féliciter parce qu'on se plaint suffisamment souvent de la non-communication des parquets. Là, on a un procureur de la République, Olivier Janson, qui rentre dans les détails, qui ne fait pas la langue de bois et qui donne presque le chrono en indiquant les horaires à la minute près, 5h31, 5h42, 5h38, etc. Et il va balayer absolument toute l'histoire, en parlant même de l'histoire de ce couple, et il va revenir sur les emplois du temps des uns et des autres et les circonstances des interventions. Voilà. Alors le procureur poursuit ensuite et parle d'omerta à l'arrivée des forces de l'ordre. Regardez. À 6h05, les premiers gendarmes vont découvrir à ce moment-là un camp qui est plongé dans le noir. Et c'est au bout du camp qu'ils voient en revanche une vingtaine d'hommes qui les attendent et qui vont à leur rencontre. Et cet accueil qui est fait aux gendarmes va être un petit peu en décalage vis-à-vis des pompiers. Donc c'est une forme d'omerta qui va marquer le début de cette enquête, puisque concrètement, les gendarmes seront accueillis et invités à repartir aussi vite qu'ils étaient arrivés, avec peu d'explications. Il ne s'est rien passé. Nous n'avons rien de particulier à vous dire. Alors, donc là, c'est ce que vous nous aviez dit, hein. D'ailleurs, Michel, voilà, vous aviez les bonnes infos. Une fois de plus. Le procureur détaille comment les pompiers ont retrouvé Kenji. Il a visiblement été déplacé après le coup de feu. Alors, on ne sait pas s'il a été déplacé ou s'il s'est déplacé tout seul, parce que quand les pompiers arrivent, déjà, la caravane où le coup de feu est parti est située tout au fond du camp, et donc on ne la voit pas à l'entrée du camp. Et les gens du voyage attendaient les pompiers, ils avaient appelé les pompiers, ils attendaient les pompiers, ils les ont conduits jusqu'au bout du camp. Et là, les pompiers, quand ils arrivent sur place, ils voient un homme qu'ils n'identifient pas comme étant Kenji, assis sur une chaise, en caleçon, donc juste un caleçon pour tout vêtement, et visiblement dans un état comateux, avec beaucoup de sang sur lui. Et ils vont bien évidemment le prendre en charge, en compte médical immédiatement. Alors, le procureur Olivier Janson explique ensuite que plusieurs versions ont été données aux pompiers et aux policiers lors de leur arrivée. Regardez.
Entendent que la blessure aurait été occasionnée à l'occasion d'un essai d'une arme à 5 heures du matin. Une autre personne indique que non, la victime est allée se coucher vers 22 heures et qu'on ne sait pas comment les choses sont arrivées. Et l'un des pompiers pense quant à lui qu'il s'agit peut-être d'une tentative d'homicide du fait de l'attitude du déplacement manifeste du blessé. Alors, il paraît que Kenji était en caleçon et torse nu, c'est ça? Oui, il était assis sur une chaise en caleçon. Ouais. Et on sait maintenant que le coup de feu est parti de l'intérieur de la caravane. On l'a déjà dit hier, mais là, on a vraiment la confirmation officielle. Donc, il est où on l'a fait sortir, je vois bien l'intérêt de le faire sortir. On va voir ce que dit le procureur. Il est sorti lui-même. Oui. Quelques minutes plus tard, un enquêteur arrive sur place et là encore, c'est plutôt circulé, il n'y a rien à voir. Personne n'a envie de parler. Toutes les personnes présentes ont refusé de donner leur identité. Il n'y a aucune arme qui est visible à quelque endroit que ce soit. Donc nous n'avons pas de certitude à ce moment-là, mais nous avons beaucoup de questions. Aucune explication de la part des personnes qui sont présentes sur place. Je tenais à le rappeler pour que les uns et les autres puissent se souvenir et comprendre dans quelles circonstances ce cadre d'enquête a été décidé initialement. Alors, c'est très compliqué de mener l'enquête apparemment. Alors, on l'a dit, les gens du voyage et les autorités judiciaires font pas bon ménage. Les gendarmes ont reçu un accueil rugueux, qui a été qualifié de rugueux. Autant ils ont accueilli à bras ouverts les pompiers, autant les militaires de la gendarmerie se sont fait très mal accueillir. Et ils ont ce problème, c'est qu'ils n'ont pas d'armes, ils ne trouvent pas d'armes, alors qu'on a quelqu'un qui est blessé par arme à feu. Alors, vous allez voir, ce qui arrive complètement fou, tous les extraits, parce qu'il y a des détails incroyables qu'on n'a même pas évoqués ici encore, nous. Hein, Olivier Janson donc, a ensuite évoqué les différentes pistes de travail au début de l'enquête. Elles étaient nombreuses. Regardez. Sont envisagées comme hypothèse celle de violence commise par une personne extérieure au camp, de violence à l'inverse qui aurait été commise par un proche, ou alors la compagne de la victime. C'est la deuxième hypothèse de travail, donc violence par une personne extérieure au camp, violence commise par un proche. Troisième hypothèse de travail, évidemment, c'est une possible tentative de suicide. Et une quatrième, c'est celle d'un éventuel accident. Alors, il va balayer ensuite, il va nous raconter beaucoup de choses. Le procureur raconte qu'au début, il ne savait pas à qui ils avaient affaire, hein, c'est ça? Ah oui, ils n'ont pas pu, personne, je veux dire à quel point ces gens sont méfiants des gendarmes, ils n'ont pas dit que c'était quelqu'un de connu. Ils sont méfiants des gendarmes. Vous êtes, là vous portez un jugement à chaque fois sur la communauté. Non mais excuse-moi, non mais c'est vrai, arrêtez toujours, les gens sont méfiants, c'est normal. À un moment, on ne va pas dire, le gendarme arrivé, il y a Kenji qui est blessé. À un moment, vous dites, voilà, il y a c'est que ça reste d'avant tout un être humain. Oui, c'est un homme blessé. Cyril, je me permets d'insister parce que tous les témoins de la scène ont refusé de donner leur identité. Oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Bah, la preuve. Oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Non, mais on n'a pas à les juger. C'est-à-dire que si les témoins de la scène, après, ils ont été obligés de les donner. Ils ont été obligés de les donner. Je ne juge pas. Oui. Je dis simplement ce qui s'est passé. On leur demande. Non, mais je dis pas. On leur demande leurs papiers, ils ne les donnent pas. Oui, mais ils vont être obligés de les donner s'ils vont témoigner. Bah, ils sont tous partis. Là, ils ont demandé les noms comme ça. Après, voilà, on sait comment ça se passe. Voilà, Gilles. Au moment des auditions, les 10 personnes auditionnées ont été auditionnées. Voilà. La solidarité des gens du voyage, Michel, il y a aussi ça qui peut être... Il y a plein de gens qui disent c'est pas bien de dire ça, etc. Mais ils sont comme ça. Après, on le sait, même les enquêteurs, ils le savent. Bien sûr. Ils savent que ça se passe comme ça. C'est leur culture, voilà. Les chéris. Derrière, vous allez voir, il y a 30 extraits, donc c'est un truc de fou. Vous allez voir, ça monte en puissance. Le procureur a ensuite expliqué en détail la blessure de Kenji et il n'hésite pas à dire que c'est un miraculé, Kenji. L'orifice d'entrée est situé au niveau du mamelon gauche et l'orifice de sortie se situe à l'arrière, dans le dos. La balle a suivi donc une trajectoire qui est du haut vers le bas et avec une distance susceptible de correspondre à un tir à bout portant. Il y a une perforation au niveau d'un poumon. La rate également a été touchée, ainsi que le diaphragme. C'est un trajet peut-être miraculeux puisqu'il ne touche donc aucun organe vital.
Et c'est ce que vous aviez dit, hein, Michel, vous avez dit que c'est passé à 2 cm. Hein. De la colonne vertébrale, enfin, c'est un miraculé. Miraculé, ouais, c'est ça. C'est passé à ça du cœur et à ça de la colonne vertébrale. Enfin, et ça ne casse même pas une côte. Ça passe entre les côtes. Le projectile passe entre les côtes. Enfin, heureusement. Oui, évidemment. Alors, il explique ensuite que la compagne de Kenji est revenue quelques heures plus tard pour ouvrir la caravane et il explique ce qu'il trouve à l'intérieur. Écoutez. À l'intérieur, donc, dans un état tout à fait propre, sans trace de lutte particulière. Il y a du désordre dans la première partie. Dans le salon, en revanche, il y a un lit bébé qui a été plus ou moins posé sur les canapés, mais aucune arme à l'intérieur de la caravane, alors que le coup tiré manifestement l'a été depuis l'intérieur de la caravane. Pas de traces d'étui non plus à l'intérieur de cet espace, à quelque endroit que ce soit. Alors, c'est vrai que Gilles, c'est ce qui attire tout de suite leur attention. Bien sûr. Pas d'arme à feu, pas d'étui alors qu'il y a eu un coup de feu. Donc là, ils commencent à se dire où est l'arme. Voilà. Alors là, on va rentrer maintenant dans le début de l'enquête. Oui. La version de Kenji. Donc le procureur a ensuite donné les explications de Kenji aux enquêteurs depuis l'hôpital, peu après 8 h du matin. Écoutez. Celui-ci parle d'un accident. Il ne donne pas d'éléments sur le contexte dans lequel cet accident serait intervenu. Il n'explique pas l'absence d'armes. J'ai fait ça tout seul. J'ai acheté une arme à la brocante à la Teste. Je l'ai manipulée. J'ai pas trop l'habitude. J'ai tourné le canon vers moi et le coup est parti. C'est un pistolet. Je n'avais pas enlevé le chargeur en bas. Je ne sais pas où il est. Peut-être que les autres l'ont jeté. J'étais seul avec ma femme dans la caravane quand ça s'est passé et il n'y a rien d'autre. Alors, ça, il donne la version donc, de Kenji et on le sent un petit peu, voilà, il est un petit peu suspicieux. C'est la première version, elle dure 5 minutes, elle est recueillie quand même dans des conditions médicales un peu particulières et les gens, enfin les enquêteurs ne croient pas, ne prennent pas pour argent comptant les déclarations de Kenji, d'autant qu'ils n'ont pas eu un bon accueil, d'autant qu'ils ne retrouvent pas l'arme. Alors justement, l'arme, ça va être juste après. Il a ensuite expliqué comment l'arme a été retrouvée. Il parle de conditions atypiques, regardez. Incroyable. Par téléphone, avec une visio, qu'une personne non identifiée a expliqué aux gendarmes où l'arme pouvait être retrouvée. Donc concrètement, elle était à quelques dizaines de mètres de la caravane. Elle se trouvait donc dans un buisson, dans un roncier. L'arme était retrouvée. En revanche, il n'y avait pas de chargeur. Il va falloir attendre 12h40, l'arrivée du père et d'un oncle de Kenji Girac pour expliquer que le chargeur présente également un intérêt. L'oncle en question est allé le rechercher dans une caravane. C'est pas logique. Alors, donc voilà, vous en parlez souvent, Michel, l'arme. Donc ce qu'il dit, elle a été retrouvée dans des conditions atypiques. Complètement atypique. Les gendarmes n'arrivaient pas à obtenir ni d'explications ni de confidence de la part de personne. Il a fallu qu'ils appellent le père de Kenji en lui disant que c'était important, que son fils était blessé. Et finalement, par visioconférence, avec le portable, le père de Kenji a parlé à un membre de sa famille en lui disant non, il faut retrouver l'arme. Et c'est par ce moyen-là qu'en direct, ils ont retrouvé l'arme qui était à une dizaine de mètres de la caravane. Mais il n'y avait pas de chargeur, on n'a toujours pas la douille, et à l'époque, on n'avait pas la balle. Alors, il a ensuite parlé de l'état de fonctionnement de l'arme et explique qu'il y a plusieurs sûretés dessus. Écoutez. C'est une arme qui possède des sécurités et des sûretés, 2 sûretés et 3 sécurités. Concrètement, un coup ne peut pas partir tout seul. Si on n'appuie pas avec la paume de la main, la détente est bloquée, le coup ne peut pas partir. Conclusion, un accident, un tir intempestif qui est de manière générale extrêmement peu probable s'agissant d'armes de poing de cette nature, en l'occurrence, est jugé impossible. Alors oui, donc ça c'est important ça quand même. C'est très important parce que la première version donnée par Kenji, c'est une version accidentelle. Et là, l'expert en balistique
a rendu son rapport. Alors, il dit qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont touché l'arme. Alors ça, c'est un autre problème. J'étais sur l'écran de sécurité. Il y a 5 sécurités sur cette arme. Notamment, quand on prend la crosse, il faut appuyer sur ce qu'on appelle la pédale pour que le coup puisse partir. Et après, il y a d'autres crans de sécurité. Il y a 5 sécurités. Donc, le coup, accidentellement, avec un 1143 comme ça, ne peut pas partir accidentellement. Et il dit que trop de gens ont touché l'arme, donc c'est compliqué. Et alors, comme tout le monde a tripoté cette arme, ceux qui l'ont cachée, ceux qui l'ont retrouvée, parce qu'ils ont retrouvé finalement l'arme donc à une dizaine de mètres, elle est salie, elle est souillée, ce qui fait qu'on ne peut pas en extraire ni de l'ADN ni des empreintes digitales. Donc de ce côté-là, on ne saura pas, ça n'apportera pas d'éléments pour l'enquête. Il dit tout de suite que ça compromet le travail d'enquête habituel. Et ensuite, là, un extrait très important, il explique le déroulé du week-end et de la soirée. Regardez. L'horaire tardif fait qu'ils vont quasiment enchaîner avec un repas du soir, un couscous qui a été organisé par une tante. Et c'est vers 20h qu'un groupe décide de se rendre au casino de Biscarrosse. Kenji Girac s'intègre à ce groupe. Il y va sans Soraya Miranda. Il est de retour à sa caravane, d'après les témoignages, vers 23h20, 23h30. Et le coup de feu sera tiré aux alentours de 5h, selon les uns, 5h30, plus vraisemblablement, vu les horaires d'appel des secours. Ça, c'est vraiment de vrais éléments. C'est nouveau, ça. Et il confirme ensuite une info qu'on vous avait donnée dans l'émission, c'est ce que vous avez dit, c'est que Kenji aurait été alcoolisé le soir des faits. Il était très alcoolisé au moment des faits. Il y a eu un déjeuner très arrosé. Et puis le fameux couscous organisé par la tante le soir avant d'aller boire encore quelques verres au casino. Alors, regardez ce que dit le procureur. La réalité, c'est qu'il a beaucoup bu durant l'intégralité de la journée. Il va boire beaucoup lors du repas du midi, boire encore beaucoup lors de la soirée couscous avant de partir en direction de Biscarrosse. Ces analyses sont compatibles avec la version d'une alcoolisation massive. Le taux d'alcool à 5 heures du matin est estimé à 2,5 grammes par litre de sang. Voilà, donc voilà. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Ce que vous aviez dit, en tout cas, Michel. 2,5 grammes. 2,5 grammes, exactement. Lorsque Kenji est retrouvé, il n'est évidemment pas en forme et murmure des choses, c'est ce qu'il a dit. Il dit « Pardon, Seigneur ». Il est assis sur sa chaise, il murmure, il est en mauvais état. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Alors, pardon, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ce qui est très important, c'est qu'il évoque ensuite la version de la femme de Kenji, Soraya Miranda, qui a visiblement eu du mal à s'intégrer à la communauté gitane, c'est ce qu'il dit, à laquelle appartient Kenji. Donc il donne des informations incroyables. Regardez. Elle précise que cette union a suscité peu d'enthousiasme, puisqu'elle n'est pas du tout issue de la communauté des gens du voyage. Un regard inquiet de la part de ses propres parents et elle-même, et elle assistait à des choses qui lui paraissaient difficilement acceptables, alors que des filles acceptaient. Son positionnement féministe la mettait un peu à mal vis-à-vis du fonctionnement de la communauté. Il a fallu attendre, à ses yeux, la naissance de leur fille pour qu'elle soit considérée comme faisant partie de la communauté. Alors, elle évoque aussi, la femme de Kenji, quelques tensions autour de l'éducation de leur fille, Eva, née il y a 3 ans. Regarde. Il y a une différence de conception sur un certain nombre de points, pas avec Kenji Girac, mais plus généralement avec les familles. Et elle dit ceci, par exemple, que s'agissant de leur fille, qui va avoir 3 ans, il est hors de question qu'elle loupe un jour d'école. Nous en avons discuté avec Kenji. Il savait que c'était non négociable me concernant et que ça signifiait donc que c'était la dernière année que nous voyageons. Il donne énormément d'infos et l'info là qui a fait énormément parler, c'est celle-là, celle qu'on va voir à un instant, puisque c'est à partir de ce moment que Soraya Miranda va révéler aux enquêteurs les addictions de Kenji, addictions aux effets dévastateurs, ce qu'elle dit. Regardez.
Des tensions sont apparues également, dit-elle, du fait d'une addiction naissante de la part de Kenji Girac, addiction à l'alcool. Décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer. Elle précise néanmoins que Kenji n'avait jamais été violent, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de sa fille, mais qui pouvait casser des objets lorsqu'il était dans cet état. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'1 à 2 fois par semaine. Ça, Michel, c'est incroyable, ces révélations. On en a d'autres après qui sont incroyables aussi, mais celle-ci, c'était une grosse révélation. Mais ce procureur est incroyable et il fait son travail de communicant. Mais je pense qu'on avait quelques informations éparses. Il a au moins le mérite d'éclairer. Non mais les infos sur la cocaïne, c'est incroyable, c'est le détail des infos et les révélations sur la personnalité de Kenji qui sont incroyables. Oui. On n'a jamais vu ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'intimité du couple, dans l'intimité de la personne Kenji qui est victime, c'est saisissant, c'est presque du jamais vu, quoi. C'est fou, je veux dire, c'est incroyable. Michel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Si, moi je trouve que ce procureur a fait un travail absolument remarquable. Parce qu'il a été un peu critiqué par certaines personnes sur les réseaux, etc. Oui. Non, moi je trouve qu'il a fait son boulot de procureur. Il y a l'article, je ne sais combien, c'est l'article 11 du Code de procédure pénale qui dit que la communication revient au procureur de la République. Il raconte ensuite, le procureur raconte ensuite le déroulé de la nuit, selon les déclarations de la femme de Kenji. Une nuit très tendue avec des mots violents et des pleurs. Regardez. Au début de la journée, il était très excité et j'ai vu qu'il voulait boire. Il aurait consommé près d'une douzaine de verres de bière, de ricard, de rosé, de vin rouge, de poire. Cet état dans lequel il était en train de se mettre l'a conduite à passer la nuit seul avec sa fille. Elle précise qu'il est rentré 2h35, manifestement ivre, et qu'ils avaient eu une dispute. Et il s'installe dans sa voiture. Il met à ce moment-là la musique très forte. Elle lui adresse quelques SMS. Il revient dans la caravane. Elle indique qu'elle l'entend pleurer. Lorsque l'enfant est en train de se réendormir, il la réveille de fait à nouveau, tout simplement en lui parlant, ce qui énerve fortement Soraya Miranda. Ce sera soit elle, soit lui, mais que l'un des deux va devoir partir. Il s'énerve, tape dans un mur. Elle va dans la chambre en question et elle indique qu'elle ferme la porte. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend un coup de feu. C'est très précis. Hein. Extrêmement précis. Extrêmement précis. Là, on décrit une scène d'un homme ivre qui casse les pieds à sa compagne et qui réveille sa fille de 3 ans. Cette gamine, il est 2h du matin, 3h du matin, elle a besoin de dormir. Elle est réveillée à 2 ou 3 reprises. Elle met son compagnon dehors, donc Gadji, pour qu'il aille écouter sa musique dans la voiture. Et puis il continue, mais il la met tellement fort que finalement, de la caravane, on entend encore le bruit. Donc elle va le sommer par SMS d'aller plus loin. Alors, visiblement, Kenji aurait déjà eu des paroles suicidaires par le passé, c'est en tout cas ce que révèle sa femme. Ce dont je suis absolument certaine, c'est qu'il n'y avait personne d'autre dans la caravane et que ce ne peut être que lui qui s'est tiré dessus, volontairement ou accidentellement. Elle est interrogée sur le caractère volontaire et savoir si Kenji Girac avait déjà dans le passé eu des gestes de cet ordre-là ou simplement s'il les avait évoqués. Elle précisera que c'est effectivement le cas et qu'il lui avait déjà dit dans le passé qu'il allait se mettre une balle ou s'ouvrir la gorge dans le cadre de disputes qu'ils avaient déjà pu avoir. Incroyable, hein. Le procureur a ensuite raconté qu'en fonction de la trajectoire de la balle et de l'analyse de la balistique, l'intervention d'un tiers n'était pas possible. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit, ça. On est d'accord, c'est classé. Les paroles suicidaires de Kenji, ça nous a extrêmement touchés à tous. Hein. Oui. Vraiment. C'est bouleversant et personne ne savait qu'il y avait un mal-être chez Kenji à ce point-là. Et c'est à 16h05 que le procureur va lâcher une bombe énorme. Kenji aurait simulé un suicide pour faire peur à sa femme. Écoutez, ça, c'est une info qu'on n'avait pas. Regardez. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ.
qu'il a eu un moment de panique. En quelque sorte, il a simulé un suicide. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. Et c'est vrai qu'on pense tous à la fille aussi de Kenji, hein. Eva, la petite de 3 ans, donc c'est vrai que c'est... voilà, c'est vrai que Kenji a un amour comme tous, hein, tous les papas pratiquement, amour fou pour sa fille. Peut-être qu'aussi il a pensé au départ de sa fille, c'est peut-être ça qui l'a mis dans un état pareil aussi. A posteriori, c'est extrêmement émouvant, cette scène. Enfin, on voit quelqu'un de désespéré qui veut se raccrocher à sa femme, à sa famille comme ça, et puis qui en lui a de la détresse. On apprend ensuite que Kenji est revenu sur ses déclarations concernant l'arme. Il ne l'aurait pas acheté à un brocanteur, comme on l'avait dit hier. Il l'aurait acheté à une autre personne. Regardez. Ouais. Il ne prétend plus qu'il l'a acheté dans une brocante. Un gars, dit-il, serait passé au camp pour proposer aux uns et aux autres de vieilles affaires à acheter, comme des couteaux. Il a discuté avec lui et ce gars lui aurait alors proposé ce vieux pistolet qu'il aurait acheté pour 500 €. Il l'a acheté, mis dans le placard, le canon pointé vers la sortie. Donc il n'aurait pas acheté dans une brocante, hein, il l'aurait acheté à cette personne. Kenji a ensuite exprimé ses regrets sur ce qui s'était passé. Regardez ce que dit le procureur. Il souhaite préciser qu'il est content que tout soit, à ses yeux, désormais au clair, et qu'il regrette extrêmement fortement ce qui s'est passé. Il dit « j'ai fait quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas dans mes habitudes ». Excusez-moi, c'est Alexandre Guerrier qui fait énormément de bruit. Oui, excuse-moi Michel. Donc voilà, donc il regrette, c'est normal. Hein. Il regrette et il a aussi compris surtout que en fait les gendarmes disaient soit c'est sa femme qui a tiré, soit c'est lui qui s'est tiré dessus. Exactement. Et donc il s'est trouvé dans l'obligation finalement de dire la vérité. C'est un coup de chantage en quelque sorte. Il met l'arme contre lui pour que sa femme l'empêche de le faire, enfin sa compagne. Il voulait qu'elle entende le claquement de, vous voyez, quand on tire avec une arme sans munition, sauf qu'il y avait une munition et que le coup est parti. Alors, le procureur a ensuite évoqué le sujet du suicide, une fois de plus. Et c'est vrai que ça nous a tous bouleversés. Regardez. Petite précision sur la question du suicide parmi les gens du voyage. C'est manifestement un véritable tabou, essentiellement pour des questions religieuses. Un gitan, je cite, ne se suicide pas, notamment pour la vie éternelle, etc. Voilà des termes que j'ai entendus. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a entendu, hein, Gilles. Extrêmement important, c'est le poids de la communauté, de la culture, de la tradition, et ça conditionne ses premières déclarations, les 5 premières minutes aux gendarmes, puis après la suite. Voilà, on ne se suicide pas chez les gitans. Alors, à la question que tout le monde se pose, Kenji risque-t-il d'être poursuivi? Écoutez la réponse du procureur. Le concernant, je n'envisage pas de suite. Il y a des infractions qui ont été commises par Kenji Girac. Judiciairement, on peut envisager des poursuites. Naturellement, l'arme ne sera pas rendue, oui, elle sera détruite à terme, etc. Bon. Maintenant, la loi pénale ne se résume pas à la recherche d'une sanction, mais aussi à une forme de dissuasion. Alors, on va revenir dans un instant sur l'état de santé de Kenji. Il y a eu beaucoup de coups de gueule sur les réseaux. Vianney, que j'adore, un procureur en multicasquette. J'espère que la presse People lui enverra des fleurs, parce qu'il faut qu'il déballe trop. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il y a J-Pop Buzz, que j'adore aussi, qui dit Kenji Girac qui boit trop de bière et prend de la coke 1 à 2 fois par semaine, trompe sa femme et fait des tentatives de suicide, c'est gênant. Le déballage de sa vie privée. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Est-ce qu'il a trop déballé de choses, le procureur, ou bien est-ce que c'est un boulot normal de procureur? Il a fait pour moi un boulot normal de procureur en allant peut-être un peu au-delà de ce que font les autres, mais on ne va pas le lui reprocher. C'est son boulot, une fois de plus, c'est le communicant, c'est la voix de la justice. C'est une... Kenji est quelqu'un de connu c'est normal. Et donc c'est normal. Il n'y a pas de. Moi, je trouve ça normal. À la fin de la conférence, le procureur a donné des nouvelles de l'état de santé de Kenji, avec qui il s'est entretenu juste avant. Regardez, écoutez. J'ai trouvé qu'il avait une
bonne voix de quelqu'un qui était en phase de récupération, manifestement fatigué, mais pas de difficulté d'élocution et une reprise. Donc il espère qu'avec de l'entraînement, les choses reviendront de manière normale. Il y a un poumon qui a été atteint, donc il est fatigué, du mal à respirer. Pour un médecin, c'est une incapacité totale de travail de 30 jours, mais il va certainement mettre plusieurs mois à retrouver la pleine possession de ses moyens. Et dans combien de temps il pourrait sortir de l'hôpital? J'ai une idée, mais je ne vous le dirai pas pour le laisser un peu tranquille. Merci. Incroyable cette affaire. L'entourage de Kenji estime que l'affaire est classée. Maintenant, il faut le laisser tranquille, se reposer pour qu'il revienne en forme pour son public. Il revient de loin, grâce à Dieu, proche de Kenji, qui ont dit ça. Écoutez, on va suivre l'affaire. En tout cas, c'était incroyable. Et je sais que l'affaire rebondit tous les jours. C'est fou, mais on pense très fort surtout à Kenji et à sa famille, surtout, et à toute la communauté qui a été très choquée aussi par ce qui s'est passé. Merci à tous. Tout de suite, il y a la vérité qui compte. Merci.